أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Je pensais que moi j'étais fatigué, je pense que vous êtes plus fatigué que moi. Bonnet l'ambawe, Inch'Allah très rapide. Si je m'assois, je ne pourrais pas me lever, donc je reste debout. On commence comme ça. La semaine dernière, on a fait la conférence sur ce thème et il y avait une demande qu'on discute encore plus. Bien sûr, comme on l'a dit la dernière fois, c'est un thème qui est très très vaste, il y a beaucoup à parler, il y a toute une théorie et il y a le côté pratique. J'essaie mon mieux d'amener un peu de théorie, mais vraiment de me concentrer sur la pratique. Mais sachez que toute cette pratique, tous ces points que je vous donne, c'est basé sur une théorie qui demande beaucoup de temps pour apprendre. Alors juste un résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. On avait parlé des caractéristiques des jeunes. Alors, juste comme rappel, le thème des jeunes, on est en train de parler du tarbiyat des jeunes de 12 jusqu'à 18, 20, 25. D'accord. Pas seulement pour les parents, mais tous ceux qui travaillent avec les jeunes, que vous soyez professeur de madrasa, que vous soyez dans un comité des jeunes, ça ce sont des principes qui s'appliquent. Je dirais même que ces principes s'appliquent pour les plus jeunes, pour les petits, sauf que les exemples sont différents. Mais beaucoup de ces principes sont les mêmes, mais souvent c'est dans les exemples et dans les situations qu'on est un peu coincé, qu'on ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça que c'est très important que vous posez des questions et vous présentez par exemple des scénarios où on peut discuter. Que dans une situation pareille, on fait comment? Ça va vraiment aider à rendre le sujet beaucoup plus pertinent, beaucoup plus pratique pour ce que vous avez ici, les situations que vous avez ici. Pour ceux qui sont jeunes, qui ne travaillent pas avec les jeunes, c'est une bonne opportunité de se comprendre, de réaliser que dans ma vie, la raison pourquoi j'ai des difficultés dans la vie, je comprends pas mes parents, pourquoi je me sens comme ça, mes émotions ont des hauts et des bas. C'est une bonne façon de se comprendre pour pouvoir gérer nos émotions, nos relations avec les autres. Je me rappelle, on avait fait une discussion comme ça avec un groupe de jeunes de 25, 30. À la fin, il m'a dit, vous faites ça pour nos parents. Tout ce que vous avez dit, j'étais en train de le vivre. Mais c'est important que les jeunes eux-mêmes, ils comprennent ce qui se passe dans leur vie. Comme ça, ils peuvent savoir comment gérer ces choses. On a dit que cette période de jeunesse, 12 ans et plus, c'est une période où il y a un grand potentiel qui veut se révéler. C'est dans la nature de l'être humain de sortir de cet âge d'enfant où le bébé, l'enfant, il est dépendant de ses parents. Tout était fait pour lui, il n'avait pas de discipline dans sa vie. Et il veut devenir un adulte qui est indépendant, qui veut faire les choses de sa façon, qui veut prendre ses décisions, qui veut vivre sa vie, quoi. Il a une personnalité, il a une identité à lui, qui est différente de l'identité de ses parents. Et donc, parce qu'il y a ce changement, il y a une crise dans la vie de ce jeune homme. De ce jeune. Donc il y aura des changements physiques, des changements émotionnels. Il va réaliser que tout à coup je sens des choses que avant je n'avais jamais eu l'expérience, des émotions très bizarres, des hauts et des bas, je perds contrôle de ma colère, je suis triste pour je ne sais quelle raison. Et j'arrive même pas à l'expliquer parce que je sais pas pourquoi. Donc, cet âge-là, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Et ça peut durer jusqu'à l'âge de 19 ans, 20 ans. Et on a dit que cette jeune personne, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'incertitudes parce qu'elle manque de connaissances et d'expérience. Elle a cette peur, cette crainte de ce qui va venir dans le futur. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je devrais aller, comment je vais faire, comment ça va se passer. Est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Je vais présenter quelques caractéristiques en plus
Parce qu'on aura besoin de réaliser ça pour le côté pratique que je veux présenter aujourd'hui, un autre aspect qu'on va présenter aujourd'hui. Une jeune personne, c'est quelqu'un qui cherche l'attention, qui veut que les gens le voient. Un jeune, c'est quelqu'un qui veut être considéré comme un être humain, comme une personne qui a de la valeur, une personne qui existe. Je prends un peu d'espace, je suis là, regardez-moi. C'est ça un jeune. C'est pour ça que le côté physique est très important pour le jeune. Tout le temps en train de faire ses cheveux, voir sa barbe, rapidement il y a un... comme ça. Alors que ça fait même pas 3 minutes. Il va se gratter les cheveux, ah mince alors, puis il va refaire comme ça. Il est tout le temps conscient de soi-même. Parce qu'il veut être vu, mais il veut être vu d'une façon positive. Donc il va faire des choses, parfois vous allez trouver bizarres. C'est pour ça que souvent chez les jeunes, ils adoptent des trends très bizarres. Mais quand vous avez passé cet âge-là, vous allez vous demander pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu as coupé tes cheveux comme ça? C'est même pas beau. Mais ça, parfois on dit mais qu'est-ce qui est passé dans sa tête qu'il a fait ça? Il veut essayer, il veut se montrer. Parfois, à cause de certains problèmes que ce jeune homme ou cette jeune fille a eu dans la vie, pour se montrer, il va faire des choses bizarres, hors du normal, pour se montrer encore plus. Parce qu'il n'a pas eu l'attention qu'il avait besoin. Tout ça, ça joue. Une autre caractéristique d'un jeune homme, d'une jeune fille, c'est qu'elle cherche l'indépendance. Elle veut plus être ce bébé, cet enfant. Je veux être indépendant, je veux prendre mes propres décisions, je veux sortir avec mes amis quand je veux. Je veux pas qu'on me dise quand je dois rentrer. C'est moi qui décide quand je vais rentrer. Cette recherche pour l'indépendance, c'est très normal. C'est une caractéristique d'un jeune homme, d'une jeune fille qui est dans cette période de sa vie. Ils peuvent être très paresseux. Encore, le changement d'hormones, les problèmes physiques, les douleurs, les désirs, les émotions, la tristesse, et le fait que je ne sais pas ce que je vais faire dans ma vie, tout ça, ça peut s'accumuler et causer par exemple de la paresse. Il ne veut pas sortir du lit. Pourquoi tu ne veux pas sortir du lit? La vie est tellement belle, il y a tellement de choses à faire. Parfois c'est à cause d'une crainte, parfois c'est à cause d'une tristesse, parfois il y a des choses, c'est une vie, c'est la crise. Il n'y a rien qui est normal dans la vie de ce jeune homme, de cette jeune fille. Donc parfois ça se montre dans la paresse, très paresseux. 12 heures de sommeil encore, je suis fatigué, je veux dormir. Parfois on dort parce qu'on est fatigué de dormir, donc on dort. Ouais. Un jeune à cet âge peut être très têtu, très têtu, de faire les choses de sa façon, même s'il sait qu'il y a des façons plus faciles. Hein. Mais s'il a vu que non, moi je fais comme ça, je veux faire comme ça. Ça vient d'où? Ça vient du fait qu'il veut se montrer différent. Donc il va chercher une autre voie qui le rend spécial. Il veut être indépendant. Moi j'ai découvert ce chemin, je veux le faire comme ça. Mais tu sais, tu peux le faire facilement de cette façon. Non, moi je vais faire comme ça. Et il insiste sur sa voie. Donc ils peuvent être têtus. Ce n'est ni mauvais ni bien. On essaie de comprendre le jeune, pas de le juger. C'est très important en tant que parent de ne pas juger son enfant parce qu'il est têtu, par exemple. On dit tout ça pour comprendre la vie de cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Quand je comprends pourquoi il réfléchit comme ça, pourquoi il se comporte comme ça, là je peux chercher une solution. Mais si directement je vais vers le jugement, je ne vais pas chercher une solution, je vais commencer à critiquer, je vais commencer à attaquer, à essayer de changer les choses, forcer les choses. Ce dars, juste en parenthèse, c'est très lié avec ce qu'on discute dans les dars d'en bas et qu'on va discuter demain et peut-être après-demain, Inch'Allah. Donc il y a beaucoup de liens entre ces deux. Les jeunes ont beaucoup de temps dans les mains. Ils n'ont rien à faire. Ne me dites pas, on va à l'école, on a des devoirs. Non. C'est pas vrai. Vous
Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas des responsabilités. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que les jeunes n'ont pas. Ils n'ont aucune responsabilité dans la vie. À part le fait qu'ils doivent aller à l'école et faire les devoirs, normalement, un jeune n'a aucune responsabilité. Personne ne dépend de ce jeune. Oui, il y a des cas spéciaux. Hein. Par exemple, il y a un jeune dans une famille où, par exemple, le père, il est décédé. Maintenant, c'est lui qui doit prendre la responsabilité de la famille. Et on a vu ça, des jeunes, même à l'âge de 14 ans, 15 ans, ils doivent prendre le rôle du père de la famille. Ils doivent aller travailler. Ça, c'est des cas très spécifiques, très différents. On ne parle pas de ça, on parle des cas normaux. Donc, un jeune, normalement, a beaucoup de temps dans ses mains. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de dormir 12 heures. Nous, on ne peut pas dormir 12 heures. Nous, si on dort 4 heures, c'est alhamdulillah. Mais un jeune peut se permettre de dormir 12 heures et il n'y a rien qui se passe. Le monde ne change pas. Un jeune fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Il se trompe tout le temps dans ses décisions, dans son comportement, dans sa façon de faire les choses. Il veut aider, mais il n'arrive pas, il fait des erreurs. Encore, on est en train de décrire, on n'est pas en train de critiquer. Ça, c'est très normal. Vous vous rappelez, on a dit, un jeune n'a pas de connaissance, n'a pas d'expérience. Sans expérience, on fait quoi? On fait des erreurs. C'est les erreurs qui nous montrent, qui nous donnent de l'expérience. Et finalement, encore il a dit, c'est long, hein, j'amène que cela, un jeune est très influençable. On peut très facilement influencer un jeune. Et c'est pour ça que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les influenceurs, les célébrités sont très dangereuses. Parce que c'est très facile pour un jeune de dire que je veux prendre la voie de cette personne, je veux suivre cette personne. Et ça revient à ça, au fait qu'il est en train de chercher de l'attention, le fait qu'il veut être indépendant, le fait que il cherche quelque chose dans la vie et il s'attache à quelque chose que lui, il trouve bien. Donc souvent, vous allez voir les jeunes, dans cette recherche d'indépendance et d'être différents, ils vont s'attacher à des influenceurs qui font des trucs bizarres, qui font des trucs différents. Même si c'est un influenceur, disons, positif. Si par exemple, vous êtes dans une communauté qui est, disons, un peu froid quand il s'agit de la politique, vous allez voir, ce jeune, il veut être révolutionnaire. Si c'est une communauté révolutionnaire, le jeune va dire non, moi je veux rien avoir avec la politique. Il va toujours chercher à être différent. C'est ça un jeune. Il veut être différent. Il est en train de chercher son chemin. Si on comprend ça, on peut aider ce jeune à naviguer dans ses émotions et dans ses différents besoins pour l'amener quelque part qui est bien, qui est correct. D'accord? C'est bon jusque-là? Okay. Alors, avant qu'on commence le thème d'aujourd'hui, le côté pratique d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander si vous avez des questions de ce qu'on a fait la semaine dernière. Déjà, qu'est-ce qu'on avait fait la semaine dernière? Pourquoi vous me faites un rappel alors? Il ne faut pas faire trop de rappels, ok? Très bien. Quoi d'autre? Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Et la raison revient à ça. Ouais.
Pourquoi est-ce qu'il veut se tourner vers ses amis? Parce qu'il cherche l'indépendance. S'il va aller chez ses parents, ça veut dire qu'il est en train d'accepter le fait que je suis toujours sous mes parents. Et moi, je cherche à être indépendant, je veux être quelqu'un. Donc là, ça nous montre les parents comment ils doivent interagir avec ce jeune, que ce jeune ne sent pas que quand mon papa me donne conseil, il est en train de me dominer. C'est pour ça que le hadith, il dit, les 7 dernières années, vous êtes rafiq, vous êtes un compagnon avec votre enfant. Ouais. Dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, et demain et après-demain, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Ouais. La vie, elle est difficile. Wala nabluwannakum. On va vous tester. Et tout ça, ça fait partie du test. Il n'y a rien de facile dans la vie. Si on nous a dit que la vie est facile, on nous a menti. C'est très normal. Ah, ouais, c'est très normal. Les jeunes vont souvent faire ça. Ils vont passer à travers leur jeunesse, font beaucoup d'erreurs, et puis quand ils vont sortir, ils vont réaliser, ah, j'étais bête. Et puis, ils vont retourner. Et c'est là où les parents, encore une fois, comment on gère les enfants. Je me rappelle, il y avait une maman qui disait à son fils, j'ai je sais pas, ce tawfiq d'entendre toutes ces disputes entre parents, enfants et tout ça. Les histoires, il y en a beaucoup. Qui disait que je disais à mon fils, attends 5 ans, tu vas voir que j'avais raison. Et après 5 ans, il me dit, Cheikh, itchu. Il est venu, il m'a dit, maman, t'avais raison. Et je dis, oui, je sais que t'avais raison, mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. On va parler, Inch'Allah, de tout ça. Si on réfléchit un peu sur ces caractéristiques, ça peut nous donner beaucoup de solutions. C'est cette compréhension de quelqu'un, on a dit la dernière fois, quand on comprend bien le sujet qu'on étudie, juste cette compréhension peut déjà nous donner des idées de comment gérer cette chose. Si par exemple je comprends devant moi, il y a quelque chose de très, très fragile, bien je sais que c'est normal, je ne vais pas le prendre avec beaucoup de force et le jeter. On n'a pas besoin qu'on me dise, ne tiens pas ça très fort. Juste le fait que j'ai réfléchi, c'est très, très délicat, il faut que je le tiens doucement. Ouais. Si je sais que quelque chose est très lourd, on n'a pas besoin qu'on vienne me dise fais attention, ton dos va faire mal si tu essaies de le prendre. Juste je réfléchis un peu que ok, c'est très lourd, si je dois le porter, je dois faire attention comment je vais le porter. Ouais. Juste une réflexion sur la nature de ces choses-là peut nous donner déjà beaucoup de réponses. Le fait qu'un jeune cherche l'indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant que parent, ne le traitez pas d'une façon où il sent toujours que vous êtes en train d'essayer de le dominer. Et le hadith, il dit exactement ça. La troisième phase du talbiyat, c'est quand vous êtes ami, conseiller avec votre jeune. Qu'il ne sent pas que vous êtes en train de le dominer. Vous voyez, quelques réflexions comme ça peut vraiment ouvrir beaucoup de trucs. Des questions? Okay. C'est quand on analyse, par exemple, la relation du père envers l'enfant est souvent différente de la relation entre la mère et l'enfant. Et ça peut amener des problèmes. Par exemple, si le père est très strict et il domine beaucoup, l'enfant va naturellement avoir une distance avec le père. Et parce que la maman, c'est celle qui, normalement, si le papa il est très sévère, il a frappé ou il a grondé, on va aller chez maman. Maman va faire quoi? Elle va accepter, elle va donner l'amour. Elle aura ce rahma. Quand elle a ce rahma, l'enfant est naturellement plus attiré à la maman. Vous voyez? Donc c'est la relation qu'on a avec nos enfants. Parfois, disons que, si on le fait exprès ou pas, ça c'est différent. Hein. On n'a pas toujours l'intention de faire ces choses-là. Mais par exemple, en tant que papa, j'ai des attentes de mon fils parce que je me vois dedans. Je compare mon fils, je me vois dans mon fils. Donc j'ai des attentes de lui qui ne sont pas réelles.
Et donc je mets de la pression sur lui. Alors que je ne le fais pas envers ma fille parce que je ne me vois pas dans ma fille. Donc ma fille, par exemple, aura une meilleure relation avec moi, mais mon fils, non. Pourquoi? Je suis le même père. C'est mes deux enfants, c'est le même environnement. Mais je le vois différemment et je réagis différemment avec lui. Donc tout ça, on doit analyser et voir. Donc ces caractéristiques, il faut juste un peu les développer, analyser, réfléchir dessus. Vous allez voir beaucoup de ces choses, ça peut sortir de là. On peut vraiment extraire ces différents concepts. Mhm. Mhm. Ok. Bien sûr, il faut toujours avoir un équilibre dans ces choses-là, mais il faut se rappeler que est-ce qu'elle parlerait comme ça avec sa copine? Non. Ça veut dire que peut-être on n'est pas assez copine. Ou bien, par exemple, on a une différence de génération, donc c'est pas possible d'être copain avec mon fils de la façon dont son copain sera copain avec lui. Donc il faut il faut qu'il y ait cette différence. Mais c'est le but de dire que vous êtes copain, c'est de dire qu'il n'y a pas une autorité. C'est que vous voyez un peu comme je suis là pour t'aider, je suis là avec toi, je passe du temps avec toi. Je vais pas essayer de faire des trucs de jeunes quand ça, même lui il va dire arrête papa, ça c'est un peu gênant ça, fais pas ça. Ouais. Donc c'est pas ce qu'on dit que vous comportez comme un jeune de son âge. C'est pour dire que n'ayez pas cette autorité, n'essayez pas de dominer. Même quand vous voulez qu'il fasse quelque chose, essayez de le faire d'une façon que vous ne dominez pas, vous ne le forcez pas à le faire. Vous le guidez vers ça. Vous discutez, vous communiquez avec lui. Quand un enfant est encore petit, on peut se permettre d'imposer certaines choses. Parce qu'ils ne comprennent pas, on ne peut pas communiquer à un certain niveau. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on peut communiquer avec un enfant. Mais à un certain niveau, on doit imposer certaines choses. Avec un jeune homme de 15 ans, 16 ans, c'est mieux de ne pas imposer des choses et de communiquer. Et donc la semaine dernière, on a parlé de discipline. Et on a dit que quand il s'agit de discipline, même les conséquences des punitions, on discute avec le jeune. On a décidé, tu vas jouer 2 heures de PlayStation. Après 2 heures, tu veux que je te rappelle ou pas? Numéro 1. Peut-être qu'il dit non, t'as pas besoin, je peux lire la montre. Maman, qu'est-ce que tu penses? Je suis pas un gamin. D'accord, non, je voulais juste voir. Peut-être que tu seras dans ton jeu et peut-être que tu oublies. Donc je me suis dit, mais si t'as pas besoin, t'inquiète, non, je sais, bien sûr. S'il fait l'erreur et il ne suit pas le temps, la prochaine fois, après 3-4 jours, quand vous discutez encore, vous dites, ok, tu te rappelles, ça fait 3 jours qu'on a décidé, mais tu respectes pas ce qu'on a décidé. Comment on fait? Qu'est-ce que tu penses? Je dis, non, non, maman, je vais essayer, désolé, je m'excuse. On donne encore du temps. Quand il continue, là on fait, il y a un moment où on dit, ok, il y a des conséquences. Mais non, non, ça marche, on voit que ça marche pas. Moi, je dois prendre les choses un peu plus sérieusement. J'ai pas envie de te punir, mais tu n'es pas en train de respecter les lois. À ton avis, cette fois-ci, si tu ne respectes pas, qu'est-ce qu'on fait? Lui-même, il choisit les conséquences. Ouais. À travers ces conversations, vous pouvez vraiment arriver à des conclusions. Et quand ces conséquences, cette punition a été discutée et tout le monde accepte, quand vous allez agir dessus, on a dit avec beaucoup de calme et tout, il va pas faire trop de... Parce qu'il savait, c'est attendu, il savait, il sait qu'il a tort et il sait qu'il le mérite. Et sans amener des émotions, avec le calme total, vous éteignez par exemple la télévision, on avait dit que si tu fais pas, tu respectes pas, ça fait 1 semaine que tu respectes pas. Donc on avait discuté, on avait dit que je vais prendre la PlayStation et tu pourras pas jouer pendant 3 jours. D'accord? Sans se fâcher, sans faire plus de menaces, sans montrer de la colère, on éteint, on prend, très doucement, on amène.
Ça prend du temps parce qu'on a tout un passé. On a tout un passé. Donc ça va prendre du temps pour qu'il commence à se réguler un peu, ses émotions. Il n'est pas en contrôle de ses émotions. Déjà qu'on est en train d'amener ça au milieu de sa vie, petit à petit, il faut donner du temps. Non, on reste calme. On reste calme. Le calme, ça doit toujours être là. Il n'y a pas besoin d'être émotionnel et se fâcher contre un jeune qui est déjà fâché. Ça va jamais aider la situation. J'ai pas dit qu'on dit rien. J'ai dit qu'on gère la situation avec du calme. Ça, il faudra discuter ça séparément. Si c'est des scénarios très non mais très spécifiques, on peut discuter ça séparément. Mais essayons d'abord de faire jusque-là et puis on voit ce que ça donne. Normalement, ça devrait donner des résultats, normalement. Inch'Allah. Ok. Asante. Déjà qu'il faut réfléchir dessus et discuter. Qu'est-ce qui compte comme c'est trop? Il faut pas mettre des limites dans toutes les choses. Par exemple, s'il joue 15-20 minutes de PlayStation de plus, c'est pas un grand problème. Mais si par exemple, il va faire quelque chose qui va être un danger pour lui-même ou pour les autres autour de lui, là, il faut mettre des règles très strictes. S'il va faire des choses qui ont des conséquences réelles dans la vie et des conséquences long terme. Des conséquences où la conséquence sera immédiate et long terme. Dans le sens que, par exemple, s'il prend un couteau, il va frapper sa sœur, l'impact sera immédiat et les conséquences sont long terme. Donc là, il faut vraiment arrêter. Par exemple, c'est un exemple. D'accord ? Donc il faut réfléchir entre couples avec le père, il faut discuter, ça ce sont nos règles, il faut discuter et annoncer ça aux enfants, ça c'est comme ça. Dans notre maison, on a ces règles-là, c'est comme ça qu'on fait. Il faut que tout le monde soit au courant. Les punitions et les conséquences, juste comme ça, qui sortent de nulle part, où on n'a jamais annoncé, ça c'est pas correct. On n'a pas le droit de faire ça. Ça va même pour les punitions islamiques, si quelqu'un dit que moi je savais pas que si je vole on va me couper les mains, dis d'accord, on va pas te couper les mains. La prochaine fois, ne fais pas. Maintenant, tu sais. Ok. Une des choses qu'un jeune a vraiment besoin, mais c'est vraiment un besoin, c'est d'apprendre par expérience. Un apprentissage à travers l'expérience. Pour nous, aujourd'hui, l'apprentissage, c'est d'aller à l'école. Nos enfants vont à l'école. En tant que parents, on est fiers que nos enfants apprennent. Ils finissent l'école, l'âge de 18 ans, on pense que cet enfant est assez éduqué pour gérer le reste de sa vie. On pense qu'il est prêt pour la vie. Et puis on se dit que non, il a besoin d'étudier plus, donc on l'envoie à l'université. Quand il sort de l'université, encore une fois, on pense qu'il est prêt. Éduqué, il a eu des bonnes notes, c'était le meilleur de la classe. Donc c'est un jeune modèle. Mais l'université nous apprend pas beaucoup de choses. L'école nous apprend pas beaucoup de choses. Elle nous apprend pas à prendre des décisions. Elle nous apprend pas à gérer notre vie de tous les jours. Elle nous apprend pas comment vivre dans la société, surtout par exemple en famille. Elle nous donne pas forcément une maturité émotionnelle. L'éducation à l'école, c'est vraiment une éducation très limitée qui nous donne de l'information, c'est tout. Et même ça, de l'information très limitée aussi. Dans un certain domaine, avec un certain perspective. L'école, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Mais c'est pas assez. Un jeune a besoin d'apprendre beaucoup d'autres choses pour avoir du succès dans sa vie.
Et comme je l'ai dit la dernière fois, un jeune commence à prendre des décisions sérieuses dans sa vie sans qu'il ait les qualités, l'expérience et la connaissance pour pouvoir prendre ces décisions. Et donc maintenant, il va commencer à apprendre. C'est vraiment comme si vous donnez un fusil à un soldat qui n'a jamais tenu un fusil et vous dites, vas-y. Il y a l'ennemi juste là-bas. Il dit, mais je ne sais pas comment tu vas apprendre. Vas-y, yallah. Dieu est avec toi, vas-y. Mais tu as bien fait à l'école, tu as eu 20 en maths. Oui, mais papa, les maths, ça ne va pas aider là. Oui, mais la physique, le fusil, il marche avec la physique et la technologie. Oui, j'ai appris tout ça, mais j'ai pas appris comment utiliser ça. C'est deux différentes choses. C'est pour ça qu'on a besoin de s'entraîner avant. Avant qu'un jeune devienne vraiment indépendant de ses parents, il doit avoir vécu une vie indépendante. D'une façon contrôlée, comme ça, quand il est maintenant indépendant, il a déjà de l'expérience. L'expérience, ça veut dire qu'une personne pratiquement est en contact avec la réalité, avec les événements. Quand on étudie à l'école, on étudie la théorie, on n'est pas en contact avec la réalité. On est en train d'apprendre à propos de quelque chose que quelqu'un d'autre a eu l'expérience. L'histoire, quand on l'apprend, c'est pas moi qui ai vécu cet événement, c'est quelqu'un d'autre qui a vécu l'événement, je suis en train de lire cet événement-là. C'est important pour une personne elle-même de faire face à la réalité pour qu'elle sache ça veut dire quoi de faire tout ça. Et l'expérience, c'est pas seulement faire face à la réalité, c'est faire face à la même réalité plusieurs fois de différentes façons. C'est là où on apprend. C'est pour ça que vous allez voir un enfant qui apprend à marcher, il va tomber, il va se lever, il va refaire les mêmes pas. Il ne va pas commencer une différente style de pas. Non, il va faire le même style de pas, il va tomber encore une fois. Il va tomber, il va tomber, il va tomber chaque fois qu'il tombe. Chaque fois qu'il fait la même expérience, il est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous pouvez mettre un enfant ici, disons que vous avez un enfant très très intelligent, IQ top, vous l'asseyez, vous lui donnez toute la théorie de comment marcher. Comment est-ce que le cerveau crée le cycle dans le pied pour que les neurones commencent à marcher. S'il connaît la théorie, c'est bien, mais s'il n'a jamais eu l'expérience, ça ne va pas le servir à grand-chose. L'expérience nous apprend des choses qu'on ne va pas voir dans les livres, et la vraie connaissance, ça vient à travers l'expérience. وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ وَالتَّجَارُبِ لَنْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِنَ الْعِظَّةِ. Idda, ça veut dire conseiller quelqu'un, ça veut dire majlis paridewan, c'est idda. Vous pouvez apprendre à quelqu'un, lui donner 1000 conseils. Tant qu'il n'est pas dans la situation et il n'a pas eu l'expérience, il ne va pas comprendre, il ne va pas apprendre. Il va vous entendre, mais il ne va pas apprendre. C'est très important cette différence. Très très important. Ce que les livres nous donnent, c'est très différent. C'est pas assez. On doit vraiment avoir cette expérience. L'expérience nous donne la profondeur, la réalité des choses. Imaginez le prophète Ibrahim qui dit à Allah, comment est-ce que tu ramènes un mort en vie? Allah lui dit, afalam tu'min, tu ne crois pas? Bala, si je crois, walakin liyatma'inna qalbi. Je veux avoir cette compréhension profonde, je veux pas juste savoir, je veux le sentir, je veux voir c'est comment tu fais ça. Allah il dit, je vais t'apprendre. Je ne vais pas créer devant toi. Je vais te permettre de créer toi-même. Comme ça, tu sens c'est quoi créer. C'est là où il dit, tu fais dibh ces oiseaux, tu mélanges la viande, tu le mets dans les montagnes, et puis il dit quoi? Et puis tu appelles. Tu appelles ces oiseaux, ils vont venir vers toi. C'est pas juste... C'est pas ça. C'est une réalité. L'appel de Ibrahim ici, c'est un appel qui va donner la vie à ces oiseaux.
Donc lui-même est en train d'être muhyil mauta. Il est en train de donner la vie aux oiseaux. Et c'est là où il réalise, c'est ça, donner la vie. Pour nous, on ne va pas comprendre. Pour nous, ça, c'est de la théorie. Mais vous voyez comment le prophète Ibrahim, il essaye de comprendre plus et plus et plus. Ça, c'est une compréhension réelle. C'est une compréhension à travers l'expérience. Et c'est pour ça que dans le talbiyah des jeunes, un jeune qui veut être indépendant, un jeune qui veut apprendre, mais vraiment apprendre à vivre, un jeune qui essaye de prendre des décisions par lui-même, il a besoin d'apprendre à prendre ses décisions dans sa vie. Donc on doit créer des opportunités pour lui. On doit le permettre de prendre ses décisions. C'est pas assez de lui dire, fiston, quand tu grandis, tu vois une fille, attention, ne regarde pas. Quand tu vas à l'université, tu auras faim, tu fais comme ça, tu casses, tu vas acheter les œufs, tu fais... Ça sert à rien. Prends-lui, viens, fils, on va au magasin. Va chercher les œufs. Papa, c'est où? Va chercher. Cherche. Non, mais papa, je sais pas, c'est où? Bah, qui cherche, trouve. Tu vas trouver. Non, mais papa, je sais pas où aller. Ok, je vais t'aider. Viens. On cherche ici, regarde, tu vois, il y a ces signes-là. Regarde les signes. Vous le guidez, mais vous le laissez faire l'expérience. Il vient à la maison. Bon, je dis papa parce que je suis papa. Sinon, maman aussi peut faire ça. Les papas, vous savez faire les œufs? Non. À l'université, je vous ai dit, hein, je faisais neurosciences, je travaillais avec les œufs de poule. Et j'étais au laboratoire en train de faire mon travail. Et il y a un jeune homme qui est venu de mon laboratoire, c'était un élève de Oxford. Vous connaissez Oxford? C'est une université de prestige, mais c'est... Alors, il est venu là, il s'est assis à côté de moi, il avait ses œufs et lui, il devait casser l'œuf. Son truc, c'était différent du mien. Moi, je ne devais pas casser, je devais juste couper, lui, il devait casser. Et là, il prenait l'œuf et je le regardais, je me disais, mais c'est un œuf. Tu frappes, tu fais ça, allez. C'est pas difficile, mais il pouvait pas. Moi, je pense qu'il a jamais touché un œuf de sa vie avant que ce soit cuit. Mais vraiment, il n'arrivait pas, il savait pas quoi faire avec l'œuf. Et là, j'ai compris, ce gars, il a jamais touché un œuf. Oui. Donc, c'est pas assez de dire à un jeune homme, tu vas faire comme ça. Non, il doit le faire lui-même. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes hommes surtout, ou les filles, alhamdoulilah, vous avez le tawfiq, vous apprenez à cuisiner avant. Nous, on meurt de faim à l'université. Beaucoup de jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Ils vont aller à la cuisine, ils ne savent pas. Je ne sais pas comment cuisiner, je ne sais pas faire la vaisselle, je sais pas ranger mes habits, je ne sais pas laver mes habits. J'ai aucune compétence de vie. Je sais comment calculer le diamètre de ce cercle. Je connais le théorème de Pythagore, mais je ne sais pas faire la vaisselle. Donc il se sent quoi? Incompétent, un truc tellement facile que je dois savoir pour vivre, je ne sais pas le faire. Un jeune comme ça se sent incompétent. Il ne peut pas avoir une confiance de soi, il ne peut pas avoir les qualités nécessaires pour vivre parce qu'il ne sait pas faire les trucs de base. Donc on doit créer ces opportunités pour ces jeunes. On doit les laisser prendre des décisions. Dans la vie de tous les jours, dès qu'il est jeune, le laisser choisir ses habits, le laisser se changer quand... Il n'y a pas besoin de lui dire, on sort dans 15 minutes, allez, prépare-toi. 10 minutes, pourquoi tu n'es pas encore... Il faut le laisser prendre sa décision, il va réaliser, j'ai mal calculé, je ne peux pas me changer en 2 minutes. J'ai dit à papa, je vais me changer, j'ai attendu jusqu'à qu'il reste 2 minutes, je me lève, il court, il fait essayer tout. Il oublie, je ne sais pas, une chaussette là-bas, il n'a pas fait son bouton ici, un bouton qui est ouvert. Et c'est comme ça qu'il apprend. Que je ne peux pas se changer, ça prend au moins 5-10 minutes. Je ne peux pas le faire en 2 minutes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on l'a dit, va te changer, on ne donne même pas la chance d'essayer de voir que ce n'est pas possible de se changer en 2 minutes. Dès qu'il reste encore 10 minutes, on dit, mais vas-y, pourquoi tu ne vas pas encore? Et on met la pression. On met la pression, il se lève parce que papa a dit de le faire. Il va le faire. Mais il n'a jamais appris.
Maintenant, dans la vraie vie, il sera toujours en retard. Pourquoi? Il ne sait pas gérer son temps. On a toujours géré son temps pour lui. Il n'a pas eu l'expérience de prendre cette décision, de dire, ok, je vais planifier 15 minutes pour ça, 20 minutes pour ça, je vais essayer d'être à temps, ça va me prendre 15 minutes pour arriver à l'université, donc je dois tout planifier d'une façon que je peux sortir de la maison 15 minutes avant le début du cours. Vous savez, les jeunes qui vont à l'université, normalement, ils pensent que si le cours commence à 10 heures, on sort de la maison à 10 heures. C'est vrai. La première semaine, le premier mois, c'est comme ça. Pourquoi tu es en retard? Je sais pas. Si le cours commence à 10 heures, tu sors pas de la maison à 10 heures. Mais c'est une réalité. Il sait pas, il a jamais fait, il s'est jamais planifié. Et puis on doit créer, parfois ça vient pas dans la vie de tous les jours. On doit créer des opportunités pour eux, pour qu'ils apprennent à faire des choses. Et c'est là où moi je pense que pour les jeunes, il faut faire des choses. Il faut aller faire du camping. Il faut faire des ateliers, par exemple, de cuisine. Il faut les donner, par exemple, un petit projet à faire. Même si au début, ils vont mal faire. Le but, c'est pas le résultat. Le but, c'est que la personne, ce jeune homme, cette jeune fille, essaye de le faire elle-même. Un projet où, par exemple, vous les apprenez comment faire. Vous les apprenez comment il faut gérer les tâches, comment donner des tâches à tout le monde. Toi, tu fais cette partie, l'autre, il va faire ça, comment communiquer. Vous les apprenez ces choses-là. Et puis, vous les laissez tester. Si quand ils sont jeunes, ils apprennent à faire ça, quand ils vont grandir, ils pourront travailler dans une équipe. Ils auront les compétences d'un leader. Ils auront les compétences pour travailler avec d'autres personnes. Ils vont savoir, ils sauront. Aujourd'hui, par exemple, si je donne un projet, il me dit je vais te le donner jeudi, moi je sais que je l'aurai pas avant dimanche. Je travaille avec assez de gens pour savoir que si quelqu'un me donne un jour ou une date, je vais te le donner jusqu'à ça, normalement ils vont pas le faire. Surtout dans les travaux de communauté. Sauf si la personne vraiment c'est une personne de discipline qui a de l'expérience qui est ça. Normalement les jeunes, vous travaillez avec les jeunes, vous allez voir. Et lui-même il va faire le projet, il va dire oh, je veux faire, j'aime beaucoup faire ça. Ok vas-y, jusqu'à quand? Ah cher, ça prend pas longtemps ça, moi je suis trop fort là-dedans. 3 jours, c'est tout. 3 jours, ouais c'est ça. Un expert le ferait en 3 jours. Toi ça va te prendre 1 semaine. Mais on le dit pas. On le laisse tester. Après 4 jours il va dire cher, je suis vraiment désolé, hein, c'est pas prêt. C'est pas grave, t'inquiète. Tu as besoin de combien de jours encore? Demain. Non, ce soir, cher. Il veut se rattraper, il a honte. Non, ce soir, cher, ce soir. T'inquiète pas, tu sais quoi, je te donne 3 jours de plus. Moi, je sais, lui, il a besoin de faire l'expérience. Moi, je sais, j'ai assez d'expérience pour savoir combien de temps ça prend. Lui, il sait pas. Mais si dès le début, je le dis 1 semaine, vous savez ce qui va se passer? Devinez? Ça devrait prendre 1 semaine. Et je le dis, tu me donnes en 1 semaine. Il va faire quoi? Lui, il pense que ça prend 3 jours. Il va commencer 3 jours avant le deadline. Et il va rater ça. C'est vrai? C'est ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à crier. Mais t'es pas responsable, tu prends une tâche, mais tu fais pas ce que tu dois faire. Tout ça. Ouais, il savait pas. Pour lui, ça prend 3 jours. Il n'a pas eu l'expérience de faire l'erreur. Quand vous allez pour camping, par exemple, qu'est-ce qu'on fait normalement en tant qu'adulte? On prépare tout pour eux. On met les tentes, on monte. Ici, vous allez mettre les chaussures, vous mettez vos valises ici. Laissez-les faire. Laisse-le réaliser que si je mets mes chaussures ici, la nuit il va pleuvoir, ça va se mouiller. Et puis toute la journée, il va marcher avec des chaussures mouillées. Mais il a appris qu'on ne laisse pas les chaussures en dehors de la tente. Ça peut se mouiller. Quand est-ce qu'il va apprendre ça? Si on doit dire à un jeune homme, à une jeune fille que Amkar ne Amnakar, ça veut dire qu'il a échoué dans la vie. Il faut les laisser faire. Et les jeunes, on a besoin d'arranger la salle pour un dars, on a besoin de paravents, on a besoin de chaises pour ceux qui ne peuvent pas s'asseoir par terre, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Jusqu'à 19h, ça doit être prêt. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de me contacter, je suis là sur WhatsApp. Vous venez, vous trouvez que c'est arrangé là-bas. Rien à voir.
Mais vous avez assez de temps pour lui dire, regardez les gars, il n'y a même pas de porte là-bas. Comment les femmes vont rentrer? Et si on faisait comme ça? Ok, il faut réfléchir, il faut voir la porte, elle est où. Ça a l'air banal, ça a l'air un peu bête. Mais on ne réalise pas, nous, en tant qu'adultes, on l'a fait tellement, on s'est permis de faire ces erreurs tellement, qu'on n'arrive plus à supporter quand les jeunes font des erreurs. Alors que nous, on a fait toutes les erreurs pour apprendre ça. Moi, quand je vous parle de deadline comme ça, c'est parce que je l'ai fait moi-même. Je sais ça veut dire quoi quand on me donne un projet, on me donne 1 semaine et je le fais en 2 semaines. Parce que moi-même, un jour, j'étais jeune et j'ai fait cette erreur. Et j'ai appris. Donc, il faut donner cette opportunité aux jeunes de faire ces expériences. Et quand ils font des erreurs, c'est pas grave. Nous-mêmes, on doit réfléchir de l'avance. Comment je vais faire pour que l'erreur n'ait pas un impact sérieux dans le projet? Dans la maison aussi, il y a des invités qui viennent. Et ça, encore je vous ai dit, je ne dis pas toute la théorie, on n'a pas beaucoup de temps pour vous donner tous les détails, vous allez vous fatiguer. Même si je sais que vous sentez le besoin de savoir tout ça, mais si je vous donne tout, vous allez vous fatiguer, vous allez vous perdre. Quand vous permettez à vos enfants, par exemple, de faire ces choses-là à la maison, ils se sentent inclus, je fais partie de la maison, je suis quelqu'un dans cette maison. J'ai une valeur dans cette maison, j'ai un rôle dans cette maison. Et c'est là où ils se sentent bien, ils sentent un attachement à sa maison. Pourquoi les jeunes ne veulent pas être à la maison? Pourquoi ils n'ont pas d'attachement à la maison? Parce qu'ils ne sont jamais inclus, c'est papa-maman qui fait tout. Nous, on est comme des spectateurs, des observateurs ici. On est comme des invités chez nous. Les enfants sont souvent des invités chez eux. Ils n'ont aucun rôle, ils font rien, c'est les parents qui font tout. Pourquoi? Parce que si on donne aux enfants, ils vont mal faire, ils vont casser, ils vont pas faire comme ça. Ils vont abîmer. C'est mieux qu'il abîme un dessert tout de suite pour les invités qui vont venir dans 30 minutes. Et vous aurez un petit gêne devant les invités? Ou est-ce que c'est mieux que quand il grandit, il ne sait pas comment gérer sa vie et il va faire plein d'erreurs? C'est pas grave si un dessert est mal sorti, c'était supposé être dur et c'est complètement liquide, c'est pas grave. On détruit le tarbiyat d'un homme, d'une femme, pour le consistency d'un dessert. C'est ça la valeur d'un être humain? Tout ça, ça vient avec quoi? Je suis en train de lier 2 concepts là. Tous ces concepts sont liés. L'expérience, ça n'amène pas seulement à cette compétence, ça amène aussi une estime de soi. Ça amène un attachement vers la maison. Tous ces concepts sont liés. Donc si vous ne vous pensez pas que oui, mais ça c'est pas très important, c'est très important. Le fait que j'ai choisi d'amener ça ici aujourd'hui et pas autre chose, c'est parce que c'est très important. Un jeune homme, par exemple, ne devrait pas s'asseoir et dire que la lampe elle est abîmée, quand est-ce que papa va rentrer? Le jeune homme doit être la lampe est abîmée, d'accord. Où sont les lampes? Je vais aller chercher, je vais changer moi-même. Vous voyez la différence? Un jeune homme qui est indépendant, et vous vous rappelez, il veut être indépendant. Il sait comment l'être. Il n'est pas dépendant de son père. Dès qu'il y a un travail à faire, il va le faire. Parce qu'il sait exactement où aller, comment faire. Mais pour que ce jeune homme soit indépendant dans ces choses-là, il doit avoir l'opportunité de le faire, de faire l'erreur. Il va aller prendre une lampe qui est trop petite, le papa va pas dire, mais réfléchis un peu. Tu penses vraiment que ça va rentrer là-dedans? Vous voyez comment on réagit, on réagit à la situation, on parle avec cet enfant, avec ce jeune homme, cette jeune fille, ça va avoir un impact sur le fait qu'est-ce qu'elle va essayer encore une fois ou pas. J'ai amené 4 qualités qu'on peut développer si on permet à un jeune homme, à une jeune femme d'expérimenter les choses. Premièrement, c'est l'indépendance. Ils vont apprendre à être indépendants. Ils vont apprendre à gérer leur propre vie. Les parents, vous ne voulez pas que vos enfants soient dépendants de vous jusqu'à un âge. Vous voulez que finalement, ils
il vit sa propre vie. Ça devrait être une fierté pour un père et une mère de dire que Dieu Maru Chokro, ma Chokri, elle se débrouille. Qu'elle n'a plus besoin de moi. Je sais qu'émotionnellement ça fait mal. Hein. Je comprends ça. Mais pensez un peu. Vous voulez un enfant qui ne peut pas se débrouiller? Vous voulez un enfant qui est capable de se débrouiller et faire ce qu'il peut? On fait grandir nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes comme nous-mêmes, où nous, on peut se débrouiller. J'ai pas besoin qu'on vienne me dire quoi faire, comment faire. Je peux le faire moi-même. Je peux aller l'apprendre moi-même. L'indépendance, c'est une qualité très très importante. Ça vient avec l'expérience. Le courage. Vous savez, c'est quoi le courage? C'est cette force intérieure qui nous pousse à faire quelque chose où le résultat, il est inconnu. Ou peut-être il y a une douleur, il y a une possibilité d'échouer. Cette personne ne sait pas échouer, elle n'a jamais échoué dans sa vie et chaque fois qu'elle a échoué, on l'a critiquée. Chaque fois qu'elle voulait essayer quelque chose, on a dit ne fais pas, ça va pas marcher. Donc maintenant, cette personne ne sait pas juger est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher. Parce que chaque fois qu'elle voulait essayer quelque chose, on lui a dit ça ne va pas marcher. Elle veut commencer un business, je ne sais pas. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Elle veut se marier, je ne sais pas si le mariage va marcher ou ne va pas marcher. Elle veut aller en voyage, choisir un hôtel. Je ne sais pas, ce sera un bon hôtel, ce ne sera pas un bon hôtel, d'accord. Stress, pour choisir un hôtel, stress. Pour choisir un endroit à aller, stress. Restaurant, stress. Et né comme tout. En tant que parent, on doit permettre... Ça, c'est quelque chose de très important. Déjà, voyager, surtout dans votre île. Laissez, par exemple, l'adolescent faire le planning du voyage. Ouais. N'est-ce pas? Moi, je dis, c'est un peu de suspense pour les parents aussi. Google Maps, Réunion, Maurice en voiture. Il est capable, le jeune est capable de le faire. Hein. Il va vous prouver qu'il a raison et vous avez tort. C'est ça un jeune, il est têtu. Il va le prouver que c'est possible. Laissez-le prendre cette décision. Et puis il va réaliser, il va apprendre. Quand il veut conduire, laissez-le prendre ce tournant-là. Non, je sais. Bah, il faut prendre ce tournant. Dis nana, c'est pas grave, laissez-le. Ça va ajouter 1 heure de plus. Pas grave. Hein? J'ai dit 1 heure quand on fait normalement les erreurs comme ça 5 minutes, 10 minutes, ça ajoute. J'ai dit 1 heure pour vraiment exagérer. C'est 1 heure d'opportunité de pouvoir se rapprocher. Quand vous allez dans les voitures, vous faites des jeux, vous parlez, vous rigolez. Non? Laissez-les prendre ces décisions. Estime de soi. L'estime de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sens capable de faire quelque chose. J'ai jamais fait quelque chose dans ma vie. Comment est-ce que j'aurai une estime de soi? J'ai jamais eu la chance de faire quelque chose de sérieux dans ma vie. Comment est-ce que, en tant que jeune homme, jeune femme, j'aurai une estime de soi? Comment est-ce que je peux rentrer dans la vraie vie avec ce sentiment que je suis capable? Je peux pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai peur. Je vais pas essayer. Je serai timide. Je vais pas oser. L'estime de soi, c'est vraiment une des qualités les plus importantes pour réussir dans la vie. Et ça vient seulement quand on essaye, on tente, on échoue, on apprend. Tout ça, ça vient pas à travers les livres, ça vient pas à l'école. Ça vient à la maison, ça vient à la communauté, au niveau de la communauté. Apprendre à surmonter les problèmes. Viens, on va faire du camping là-bas. On arrive là-bas, on voit qu'il a plu, il y a trop de boue. On fait comment? En tant qu'adulte, organisateur, il n'y a pas besoin de prendre la décision. Les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on fait? Ah, c'est pas grave, on va dormir ici toute la nuit. Ah ouais? D'accord, on essaie. On va voir comment ça se passe.
On les laisse prendre des décisions, on les laisse subir quelques difficultés. Eux-mêmes, ils réalisent les conséquences de leurs actions et c'est comme ça qu'ils vont apprendre, à travers les conséquences de leurs propres actions et leurs propres décisions. Donc ça, c'est 4 qualités. Encore, il y a beaucoup à dire sur ces 4 qualités même. Il y a beaucoup à dire. Mais ces 4 qualités, ça devient vraiment la base d'un adolescent qui peut avoir du succès dans la vie. On veut que ce jeune homme, cette jeune fille développe ça. Et ça veut dire qu'il faut le permettre d'essayer de faire des erreurs. Donc il faut qu'on arrête de contrôler. Il faut qu'on arrête de gérer leur vie, de leur laisser prendre les décisions, de faire les erreurs et de subir la punition que vous avez décidé ensemble. Même quand il s'agit de la religion. Ah ouais. Même quand il s'agit de la religion. Il faut que ce jeune homme, cette jeune fille apprenne à prier lui-même, pas parce qu'on le force à prier. Il faut qu'il apprenne à se réveiller pour sahri lui-même. Ou au moins avoir assez de responsabilité et dire à papa, moi j'arrive pas à me réveiller, t'en mets mon utharjo s'il vous plaît. Au lieu de lui dire, t'en utharjo, je vais te réveiller à cette heure-ci, et puis on le réveille avec de l'eau, torture. Au lieu de faire ça, non, conversation. Tu veux que je te réveille? Oui. À quelle heure? À 5 heures, papa. Bah, dans 2 minutes, tu peux pas te lever et boire de l'eau. Non, papa, ne t'inquiète pas. Il va se lever, il va réaliser que c'est pas possible. Le lendemain, il va dire, papa, à -5, il dit, bah, -5, c'est toujours pas assez. Tu prends du temps pour te lever. Il dit, non, papa, je sais ce que je fais. D'accord. Le lendemain, il va voir, il n'a pas pu. Donc 2 jours, il a jeûné et il a souffert. Et c'est comme ça qu'il va réaliser que ça prend à un être humain 30 minutes pour se lever, pour aller aux toilettes, pour manger, pour se brosser les dents. Et ces 2 jours-là, il a souffert, peut-être qu'il a souffert et tout ça, mais c'est pas grave. Et il y a plein d'exemples sur la religion, mais on va pas dire trop parce que il n'y a pas de temps, Inch'Allah. Si vous avez des questions, bien sûr. C'est une très bonne question. Là où ça affecte tout le monde, les décisions qui affectent tout le monde, comment on fait? Vraiment, la communication, ça peut résoudre ces choses. Si on a une relation, on peut communiquer facilement. 1 jour, 2 jours, il n'y a pas besoin d'attendre 15 jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours, on le dit, mais là on est en retard, là, comment on fait? Est-ce que tu as besoin qu'on te rappelle? Est-ce que tu veux aller en retard? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu préfères aller en retard? Peut-être que vraiment il veut aller en retard, c'est pour ça qu'il fait ça. Peut-être qu'il trouve le programme trop long et il est en train de chercher une excuse pour ne pas aller à temps parce qu'il se fatigue, ça le saoule. Et donc il veut traîner. Donc cette conversation peut nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune. Peut-être que vous réalisez que non, c'est juste la paresse. Alors là,
vous pouvez discuter, on fait comment? Peut-être que, disons, si vous mettez des punitions comme tu viens toi-même, ça c'est donner un feu vert que tu n'as pas besoin de venir à la mosquée. On ne veut pas te donner des punitions comme ça. Ça va aller contre nous-mêmes. Ok, alhamdoulilah, ok. S'il veut venir à la mosquée, c'est une bonne punition. C'est souffrir les conséquences de tes actions. Regarde, on a annoncé à tout le monde qu'on sort à cette heure-ci. On t'a même donné 5-10 minutes de plus. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Maintenant, si tu n'es pas prêt, à 10h, à 19h, on va sortir. Parce que nous aussi, on a faim, nous, on veut prier à temps et tout ça. À 19h, on va sortir. Mais avec flexibilité. Cette fois-ci, s'il voit que vous êtes très sérieuse, il ou elle va essayer de se dépêcher. Il sera un peu en retard, c'est pas grave. 5 minutes ici, c'est pas grave. 1 jour de plus. Ouais. Si vous voyez que non, vraiment, il n'essaye pas, allez, il va subir les conséquences de l'action, il va rester à la maison aujourd'hui. Vous revenez à la maison, il dit mais j'ai faim, j'ai pas mangé ta maman hôtelière, il dit non. Il n'y a pas de takeaway, il n'y a pas de barquette. Mais je vais faire quoi? C'est ma casse. Pas d'une façon, il se sent rabaissé. D'une façon qu'on a une conversation, je ne peux pas cuisiner pour toi, juste pour toi parce que tu ne te prépares pas. Vous voyez, c'est avoir une conversation avec une personne qui a un intellect, qui comprend. Et lui-même, il va comprendre que bon, j'ai fait une erreur et ça, c'est les conséquences de mes actions. Mais bien sûr, on ne veut pas être trop rigide. On va dire, ok, c'est pas grave, y a du pain dans le frigo, tu peux mettre un Nutella rapidement et tu manges. Nutella halal, c'est ça? Chaque fois que quelqu'un dit Nutella, il faut que vous dites Nutella halal. Hein? Nutella? Nutella. Donc les laisser subir les conséquences de leurs propres actions. Parfois c'est vraiment discuter et dire que regarde ça marche pas, tu es toujours en retard. Comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te rappeler? Si je vais te rappeler, ne prends pas ça mal, c'est juste parce que... Et il va comprendre, c'est un être humain, il comprend que ça fait 4 jours que tout le monde est en retard à cause de moi. Donc quand vous lui dites que regarde je vais te rappeler parce qu'on est en retard, il va comprendre. C'est un être humain qui réfléchit, qui comprend. Ce qui lui manque, c'est le fait qu'on ne le respecte pas, par exemple. Dans certains cas, c'est que le jeune homme, la jeune fille pense que on me respecte pas, je veux montrer ma présence. Et montrer ma présence, c'est en étant rebelle. C'est là où tout le monde va réaliser que j'existe. Parce que c'est la seule façon dont je peux les faire sentir mon existence. Quand ça leur pique. Ouais. Mais s'il y a une relation où cette personne est inclue dans la maison, elle est active dans la maison, on lui demande son opinion, on veut aller acheter ça, t'en es sous la guettier, qu'est-ce que tu penses, tu vas venir m'aider à acheter ça. Et ils sont inclus dans la maison, ils sentent que je suis partie de cette maison, j'appartiens ici. Donc il n'y a plus besoin d'être ce rebelle. Autre question? Okay. Inch'Allah, on va continuer ce qu'on va discuter dans les dars, les 1 ou 2 prochains dars, va ajouter à ce sujet de comment gérer avec les jeunes. Bien sûr, je vais parler un peu plus général, mais les principes vont s'appliquer à ça aussi. Donc, Inch'Allah, ces discussions vont continuer. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin.